toutes et à tous. On va attendre les participants au fur et à mesure. Pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, je vous envoie un petit lien dans la messagerie pour qu'on commence par un petit icebreaker. Donc, dès que vous arrivez, je vous invite à cliquer sur ce lien. Ça va nous permettre d'attendre les différents participants. Sur ce lien, vous allez trouver, je vois quoi là, il y en a certains qui nous ont déjà rejoints, vous allez voir des mots, différents mots qui peuvent éventuellement vous faire penser à l'économie circulaire. J'aimerais que vous cliquiez sur tous les mots qui vous font penser à l'économie circulaire et que derrière, si c'est le cas, vous mettiez un petit commentaire pour expliquer très rapidement pourquoi. Effectivement, ces choses-là peuvent, d'une certaine manière, vous faire penser à ça. Alors, je vais en profiter pour partager mon écran en attendant les uns et les autres. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, rendez-vous sur le lien. Alors, je dois quitter Zoom une toute petite seconde pour activer le partage d'écran. À tout de suite. Je pense que c'est là, et voilà, ça devrait être bon. J'ai juste besoin qu'on redémarre la vidéo. Hop, pour la personne qui est animateur. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous invite à aller sur ce petit lien. On va attendre les derniers avant de commencer. Comme je l'expliquais, tout simplement sur ce lien, vous allez voir différents mots qui peuvent vous faire penser éventuellement à l'économie circulaire. Je vais vous demander de cliquer sur les mots pour lesquels c'est le cas et d'indiquer un petit commentaire en expliquant pourquoi. Je vais partager mon écran. Voilà, donc par exemple ici, vous pouvez cliquer et dire voilà, j'ai l'impression que l'économie circulaire est en particulier liée au secteur associatif, par exemple pour le recyclage de vêtements usagés. Voilà, tout simplement, je vous invite à vous lancer et puis on va progressivement démarrer en attendant les autres. Voilà, merci beaucoup à Lohan de se lancer. N'hésitez pas à faire de même pour les autres. On va se donner 4-5 minutes et puis on va commencer. Voilà, lorsque vous pensez économie circulaire, à quel mot pensez-vous en particulier? Quoi? Est-ce que vous pensez à décroissance, plutôt économie, business, déchets, un rêve, quelque chose d'assez flou peut-être? Voilà, lancez-vous tous pour qu'on ait le maximum un peu d'input avant de commencer. Merci Fanny, merci Lohan. Recycler plutôt que jeter, un des piliers de l'économie circulaire, effectivement. Lohan, prévention des déchets et valorisation des déchets. Création d'emplois non délocalisables, ressources locales, très bien. Voilà, je vais en mettre quelques-uns avec vous. Modèle économique viable, à mon sens. Voilà, en dehors de Lohan et Fanny, lancez-vous. Je remets le lien pour les derniers arrivés. Hop.
Donc, je vais vous demander tout simplement d'aller effectivement sur le lien que j'ai pu mettre dans la conversation. Voilà. Et lorsque vous pensez à un mot qui pourrait définir l'économie circulaire selon vous, merci de cliquer dessus. Voilà, pour les derniers arrivés, je remets le lien. Et de mettre tout simplement un commentaire. Voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous enlever les micros et tout simplement me dire si vous m'entendez et si tout fonctionne bien, s'il vous plaît. Allô, allô? Oui, moi j'entends. C'est Fanny. Super, merci beaucoup Fanny. Vous entendez bien? Oui, Charles, je vous entends. Génial. Est-ce que l'animateur peut autoriser à partager la vidéo, s'il vous plaît? Je ne sais pas si Régie, Virginie, enfin la régie m'entend. J'espère que oui. Sinon, on ne se verra pas, tant pis. Tous les autres, Ludovic, Montsecours, Marie-Laure, Quentin, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous rendre tout simplement effectivement sur le petit lien? Alors, vous êtes inaudible, d'accord. TD, est-ce que vous m'entendez mieux? Allô, allô? Oui, on vous entend bien. Parfait. Voilà. Éco-design, dit Lohan, concevoir un produit en prenant en compte chaque étape, prévention des déchets, valorisation des déchets. L'économie circulaire, une question de valeur et d'engagement. Oui, je vous entends. J'ai tout simplement besoin qu'on me permette de démarrer ma vidéo. Parfait, enfin, génial. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. C'est ça? Voilà, bonjour, enchanté. D'accord, il y a des problèmes de connexion sur le site. Bon, on peut attendre 1 ou 2 minutes si vous le souhaitez, aucun problème. Alors, je vais en profiter pour me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel. J'ai créé une société qui s'appelle ZAC, qui lutte contre le gaspillage des produits électroniques, une société d'économie circulaire. Et comment on lutte contre le gaspillage électronique? C'est-à-dire qu'on devait brancher sur le blanc. Allô, oui, on garantit une seconde vie à chacun de ces produits. Pierre-Emmanuel Saint-Exupéry, est-ce que vous m'entendez de la Martinique ou pas du tout? Je vous entends. C'est très loin, mais je vous entends. Vous me dites quand vous souhaitez que je commence. Ben, moi, j'ai pu vous mettre sur un audio, un Bluetooth. Sinon, à l'écran, je ne vous entends pas. D'accord. Vous étiez sur Facebook avant? C'est pour ça? Du tout, sur Zoom. D'accord. Bon, je vais attendre un tout petit peu alors que ça fonctionne côté Martinique. Merci. Alors. Bon, peut-être attendre 5 minutes et on va se lancer à 15, le temps que éventuellement ça remarque d'un point de vue. Sabrina, parlez, je ne sais pas. Vous m'entendez? Toujours pas? Si, je vous entends. Je vous entends. Ah, parfait. Parfait. Alors, pardon, vous aviez déjà commencé votre conférence, c'est ça? Je peux recommencer sans problème, il n'y a pas de souci. J'ai juste. Oui, si ça ne vous embête pas, nous avons une vingtaine de participants physiques dans la salle. D'accord. Et je Génial. me ferai le plaisir de relayer leur interrogation. Très bien. Bah, vous me dites, on y va quand vous voulez.
Est-ce que vous souhaitez qu'on démarre? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça Donnez-nous fonctionne du 2 coup? minutes. Très bien, pas de souci. Donnez-nous 1 minute encore, c'est le temps de brancher. Pas de problème. Et, Je vous attends. pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Bien sûr, pas de souci. Je m'excuse, hein, la connexion réseau est un peu compliquée. Pas de souci. Du moment qu'on y arrive finalement, c'est le plus important, pas de problème. Donc, le temps que vous commenciez, je rappelle à ceux qui sont présents que le thème de la conférence du jour, c'est l'économie circulaire, une question fantasme écologique ou réalité économique. Donc, Monsieur Saint-Esprit vous donnera quelques éléments de réponse. Vous êtes invité, n'oubliez pas à participer et à poser des questions que je me ferai le plaisir de relayer pour vous. Génial. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, dans le chat ou en direct, à m'interrompre, que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas. Pas de souci. Donc, vous préférez comment qu'on puisse vous poser tout au long de votre présentation ou qu'on attende la fin? Oui, non, tout au long, carrément. Interrompez-moi, que ce soit interactif, n'hésitez pas. Je ne vais pas voir comme je vais, par contre, projeter ma présentation. Je vais avoir les questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser les questions directement au micro. Comme ça, vous m'interrompez et j'y réponds directement. D'accord? Parfait, c'est bon. Parce que je ne vais pas les voir dans… Merci. Vous pouvez commencer, on vous écoute. On est bon? Génial, parfait. On est bon? Écoutez, je suis ravi. Parfait. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me présente en 2 mots. Donc, Pierre-Emmanuel, j'ai fondé une boîte qui s'appelle ZAC.eco, qui est une boîte de l'économie circulaire qui lutte contre le gaspillage des produits électroniques en particulier. Comment on fait ça? On garantit une seconde vie à tous les produits électroniques, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de maximiser leur usage, d'allonger leur durée de vie au maximum, quitte à vraiment un pilier de l'économie circulaire. Puisque comme vous le savez, à chaque fois qu'un produit électronique neuf est mis sur le marché, ben, en fait, il est façonné à partir de nouvelles ressources naturelles à chaque fois. Et puis lorsqu'il, par exemple, on a par exemple 10 grammes de cuivre dans un téléphone, en fait, on en a extrait beaucoup plus, puisqu'il y a de la perte de matière au passage. Et donc, pour faire en sorte d'arrêter d'une certaine manière le gaspillage de ces ressources naturelles, il convient de maximiser la durée d'usage de ces produits. Donc, comment on fait ça? On garantit une seconde vie. Il y a 4 secondes vies. La première, c'est la revente. On revend les produits qui appartiennent aux entreprises, aux particuliers, et on reverse le montant de la vente aux personnes qui se séparent de ces produits. Donc, on fait ça en ligne sur zac.eco, zack.eco, si vous souhaitez y jeter un œil. On fait du don à des associations. Il y a beaucoup d'associations qui ont des besoins en matériel numérique, en ordinateur, téléphone, et les entreprises et les particuliers peuvent leur donner ce matériel et on organise le tri, la réparation, etc. La 3e seconde vie, c'est la réparation. Et la 4e seconde vie, c'est le recyclage, c'est-à-dire voilà, on sépare les différents éléments d'un produit électronique pour recycler les différents composants et faire en sorte qu'ils puissent être transformés en autre chose. Le recyclage est la dernière des solutions qu'on privilégie, puisqu'on ne recycle jamais 100% des matériaux effectivement d'un téléphone, d'un ordinateur ou autre. Donc, il convient de faire tout le reste, les 3 premières secondes vie, avant d'en arriver là. On a été créé en 2016, on a une dizaine d'employés, on a sauvé à peu près 400 tonnes de produits électroniques de la décharge depuis qu'on est créé. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que j'essaye de vous prouver, avec le temps qui m'est imparti et par cette conférence, que l'économie circulaire est vraiment une économie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment derrière l'économie circulaire des échanges commerciaux, de quoi créer des modèles économiques rentables qui permettent effectivement d'embaucher des collaborateurs, de créer des vraies sociétés, et que ce n'est pas seulement effectivement peut-être quelque chose de l'ordre purement de l'associatif ou uniquement du recyclage. Donc, j'ai construit ma présentation pour vous de la manière suivante. Effectivement, donc pour ceux qui sont arrivés au début, l'idée c'est que vous cliquiez sur les différents termes qui peuvent vous faire penser à l'économie circulaire et on va ensemble réfléchir un petit peu sur d'abord les idées reçues qu'on peut avoir sur l'économie circulaire, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et derrière les déconstruire ensemble pour vous donner des outils
pour ceux qui souhaitent se lancer dedans, de créer des entreprises dans l'économie circulaire, travailler dans l'économie circulaire, avoir des outils méthodologiques, des concepts que vous pourrez appliquer effectivement par la suite. Voilà un petit peu ce qu'on va faire pendant l'heure et quart qu'on a ensemble. Alors, le premier cliché qu'on peut avoir, la première idée reçue, c'est que quand on parle d'économie circulaire, on parle avant tout de déchets, et on parle d'un peu d'une gestion sauvage des déchets. On exporte loin nos déchets en Asie ou très très loin, et pour effectivement ne pas porter la responsabilité de ce traitement, c'est-à-dire qu'en fait, dans certains pays, on consommerait, dans d'autres pays, on subirait les déchets. On est par exemple en Europe, 150 tonnes de déchets plastiques par mois qui sont envoyés hors Europe, alors que l'on clame en Europe avoir des systèmes de recyclage au point. Ça pose deux problèmes évidemment. D'abord, l'économie circulaire est intrinsèquement liée aux ressources, donc envoyer ces déchets loin, c'est avoir un bilan carbone extrêmement négatif, donc ce n'est pas compatible avec l'économie circulaire. Et puis on a un manque de traçabilité lorsqu'on envoie les déchets et qu'on n'en est pas responsable. Quand on parle d'économie circulaire, on parle de maîtrise de la boucle dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on sait à chaque étape ce que devient le produit, ce que devient peut-être la matière à recycler. Et là, ce n'est pas le cas. La réglementation est encore faible, mais commence vraiment à se durcir. En novembre 2019, une société de courtage, par exemple, est condamnée par la France pour avoir envoyé 20 cargos de déchets illégaux en Malaisie. Vous avez peut-être vu passer ça dans la presse, avant que les déchets ne soient renvoyés sur notre territoire. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'on parle d'économie circulaire, on a l'impression qu'on ne parle que de recyclage et que des gestions de déchets qui n'ont pas de valeur. Économie circulaire égale vraiment sac en plastique, verre en plastique, ce qui n'intéresse plus personne et ce qui n'a aucune valeur. Il y a un vrai problème de désirabilité dans les produits et dans l'économie circulaire. C'est une vision extrêmement partielle, je vais essayer de vous le démontrer par la suite, puisque pour l'économie circulaire, le recyclage est, comme je vous disais tout à l'heure, la dernière des solutions, alors qu'on utilise vraiment lorsqu'on a tout tenté avant et qu'on n'a pas le choix d'une certaine manière. Troisième idée reçue qu'on peut avoir, l'économie circulaire serait uniquement une gestion associative, quelque chose qui est ce qu'on appelle non-profit, charities. On ne fait pas de profit quand on fait l'économie circulaire, on n'a pas de revenus, on est uniquement subventionné. Quand on parle d'économie circulaire, on pense avant tout à Emmaüs, on pense avant tout à dons de produits alimentaires. Pour les vêtements, on peut penser en France à ces grandes boxes du relais, ces grandes boxes vertes dans lesquelles vous pouvez déposer des vêtements que vous n'utilisez plus et qui seront derrière donnés à des associations. Voilà, faible valeur, produits abîmés. Encore une fois, c'est une très faible partie de l'économie circulaire et c'est une vision très partielle. Enfin, lorsqu'on parle d'économie circulaire, on peut aussi avoir la tentation d'imaginer que c'est égal à une société de la sobriété absolue. On parle des gens qui vivent en zéro déchet, c'est-à-dire voilà, on ne produit absolument aucun déchet, on n'a pas d'emballage, que ce soit pour les produits alimentaires, que ce soit pour les produits pour se laver, on n'utilise que des vêtements de seconde main, etc. Ce ne sera jamais qu'un faible pourcentage de la population, puisqu'on ne peut pas convenir que l'ensemble de la population pourrait switcher, changer de modèle vers un modèle de cet ordre-là. Depuis 2007, il faut savoir qu'on réduit légèrement en France, le pourcentage de déchets par habitant d'environ 4,7%. Et pour vous donner un ordre d'idée quand même, on produit aujourd'hui 360 kilos de poubelles par habitant par an en France. Donc c'est évidemment considérable et on ne pourra jamais attendre d'une certaine manière qu'on s'en sorte, qu'on atteigne nos objectifs en termes de développement durable, en termes de responsabilité, en exigeant de la totalité de la population qu'elle soit en zéro déchet. Alors, quel est le problème de ces clichés, en dehors du fait qu'ils peuvent prêter à sourire et que ce sont tout simplement des idées reçues? La conséquence, c'est que beaucoup d'entreprises et beaucoup de consommateurs, de particuliers, de citoyens imaginent dès lors que l'économie circulaire, consommer durable et responsable, ce n'est pas pour soi. On refuse de se lancer parce que c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop coûteux, ça va réduire le niveau de vie, ça va être très compliqué d'intégrer l'économie circulaire dans son quotidien. Et l'écologie, en plus, est aujourd'hui effectivement un sujet très politisé, alors que c'est un sujet qui devrait être plutôt macro dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs de la vie. Et donc, on voit bien l'opposition, d'une certaine manière, entre l'écologie punitive, il faut tout changer, et au contraire, une transition écologique un petit peu en douceur, qui donnerait les armes et les arguments pour faire de l'économie circulaire. Donc moi, le message d'aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de vous prouver par la suite, c'est que tout le monde, à son échelle, peut faire de l'économie circulaire. Toute entrepreneuse ou entrepreneur peut lancer un business d'économie circulaire intéressant, rentable, sans changer radicalement tout son quotidien, sans que ça fasse peur et sans que ça fasse fuir à la fois les consommateurs, les parties prenantes
différents clients que vous pourriez avoir. Pas de questions d'ici là, n'hésitez pas à m'interrompre. Est-ce que cet agenda vous convient? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, Oui? ça va. Super. Bon. Alors, avant de déconstruire un peu les idées reçues, je vais revenir sur une présentation un petit peu concrète de l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on est dans un système opposé qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on produit des biens de consommation, derrière, on va les acheter, et une fois qu'on les aura utilisés, on va les jeter. Donc, on est sur quelque chose de très linéaire et on recommence à l'infini à partir à chaque fois de nouvelles ressources naturelles. Le modèle circulaire est un modèle au contraire où on produit en début des biens de consommation, on les design pour faire en sorte qu'ils soient réutilisables à l'infini, transformables en d'autres produits. On les utilise, ensuite on va les redesigner, on va les réutiliser, on va allonger leur durée de vie, on va les transformer ensuite en un autre produit, ce qu'on appelle de l'upcycling. Et la boucle est infinie, c'est pour ça qu'effectivement on est sur une boucle d'économie circulaire, pour faire en sorte qu'on n'ait pas à extraire en permanence de nouvelles ressources naturelles. Vous avez sûrement entendu parler de la date du dépassement. La date du dépassement, c'est une date tous les ans que l'on franchit de plus en plus tôt, à laquelle en fait on a consommé en un an les ressources naturelles que la planète est capable de régénérer en un an. C'est-à-dire qu'on vit à crédit. À chaque fois, on épuise la Terre. Avec l'épidémie du Covid-19, en fait, la date a légèrement en fait reculé, ou plutôt allongé par rapport aux années précédentes. Mais on sait très bien que c'est un phénomène extrêmement circonstanciel qui n'a pas vocation à durer, en tout cas on l'espère, et qu'il faudra bien changer nos modes de vie pour que cette date du dépassement ne cesse de reculer. Donc le principe de l'économie circulaire, il y a 3 piliers que vous voyez ici, c'est d'intégrer dès la conception et dès le design des produits le fait qu'on veut supprimer la pollution et le déchet, donc design out waste and pollution. La deuxième chose, c'est qu'on veut faire en sorte que tous les produits et les matériaux soient toujours usagés, toujours en service, qu'on ne passe pas notre temps à en créer de nouveaux, donc keep products and materials in use. Et enfin, en faisant ça, on régénère les écosystèmes naturels, on leur permet de se reposer, on leur permet d'une certaine manière de se laisser vivre, et lorsqu'on laisse la nature vivre, on se rend compte qu'elle fait des merveilles et que, d'une certaine manière, elle est beaucoup plus harmonieuse qu'avec l'économie humaine et l'activité humaine. Donc, Regenerate Natural System. Pour vous donner un exemple sur le plastique en particulier, de ce que servirait à faire l'économie circulaire, par comparaison à ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, annuellement, donc vraiment dans le monde, on produit 78 millions de tonnes de plastique à partir évidemment de pétrole, la plupart du temps, comme vous le savez. Il faut savoir que 98% de ce plastique est produit à partir de nouvelles ressources naturelles nouvellement extraites. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à extraire en permanence de nouvelles ressources pour produire ce plastique. Là-dedans, vous avez 32% tous les ans qui finit dans le sol, des matériaux qui finissent dans le sol, ou dans la mer, on sait très bien que c'est un problème systémique, 40% qui finissent dans des décharges, 14% qui sont incinérés pour qu'on récupère un petit peu d'énergie, mais ça pollue quand même l'atmosphère. On en collecte 14%, ce qui est très faible lorsqu'on parle de collecte pour recyclage. On en perd 4% dans le procédé de collecte. Il y en a 8% effectivement qui sert à du recyclage en cascade, et il y en a uniquement 2% pour faire autre chose en fait, et il y en a uniquement 2% qui sert, il y en a uniquement 2% qui sert à refaire du plastique. Donc vous voyez à quel point l'économie circulaire peut faire des miracles et qu'on est vraiment au tout début de la boucle et que pour l'instant, on n'a absolument rien fait à ce sujet, quel que soit le pays. Il y a certains pays qui sont plus ou moins avancés, mais en tout cas, on a d'énormes progrès à faire sur le plastique et sur d'autres ressources naturelles. Un petit point historique, comment on en est arrivé à une économie linéaire, comment on en est arrivé d'une certaine manière à passer son temps à produire potentiellement en Chine des produits qui vont passer par un pays d'Europe avant d'être consommés aux États-Unis ou des produits qui vont être produits en Afrique, etc. Comment on est venu à une économie qui est aussi absurde d'un point de vue géographique et d'un point de vue optimisation des ressources naturelles. Une grande date à retenir, c'est en fait tout simplement l'invention de la machine à vapeur en 1684 par Thomas Savery. Ça a tout changé puisque cette invention a un petit peu lancé c'est la révolution industrielle qui a rapproché énormément les points de production et les points de consommation dans un espace-temps. Ça a transformé notre habilité à faire les choses à partir de matériaux extraits un peu partout dans le monde, et on a l'impression que c'était un petit peu de manière infinie qu'on pouvait transporter tous les produits qui étaient effectivement conçus, produits à une certaine partie du globe, à un rythme extrêmement élevé pour faire de la production de masse.
c'est vraiment cette invention tout simplement de transport qui permet d'accélérer le transport des marchandises qui a rendu possible ce modèle économique qui n'était du coup pas du tout basé sur la ressource naturelle, mais avant tout sur la recherche de profit systématique. Qui peut acheter? N'hésitons pas à l'envoyer à cet endroit-là et à produire à l'endroit où ça coûte le moins cher possible. Un point important, lorsqu'on parle d'économie circulaire, on parle souvent d'écosystème. On ne peut pas faire d'économie circulaire dans une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, si on fait ça dans son coin, en parlant à personne, dans une business unit un peu spécialisée. Puisque lorsqu'on parle d'économie circulaire, on doit parler aux utilisateurs, aux clients, on doit parler aux industriels qui vont produire tout simplement les biens de consommation, aux ingénieurs qui vont designer ces biens pour faire en sorte qu'ils soient durables. On va parler aux service providers, puisque l'économie circulaire, et j'y reviendrai après, est une économie avant tout. Parler aux designers qui conçoivent les produits. On doit parler aux transporteurs et on doit évidemment parler au gouvernement, aux politiques publiques qui, par l'aspect coercitif des lois et de la réglementation, peuvent forcer d'une certaine manière beaucoup d'industriels et d'entreprises à avoir une gestion plus responsable et à concevoir des nouveaux produits plus responsables. Pour vous donner un petit peu aussi contrecarrer cette idée que l'économie circulaire est avant tout associative et qu'elle n'a vocation à être une économie subventionnée, par exemple la collecte de déchets, la Fondation Ellen MacArthur, avec le cabinet de conseil McKinsey, a fait cette projection financière en Europe de 1,8 trillion d'euros en 2030. Ce sont les bénéfices qui pourraient être tout simplement acquis, tout simplement par l'économie qu'on pourrait faire en consommant moins de ressources et en réutilisant des ressources déjà extraites. Donc en cost cutting uniquement 1,8 trillion. Donc c'est une économie gigantesque avec énormément de business, si je puis m'exprimer ainsi, énormément de profits pour créer des magnifiques entreprises plus locales, plus responsables et peut-être trouver une voie de sortie économique à la crise sanitaire, sociétale et économique que nous sommes en train de connaître avec le Covid. Donc mon message, c'est vraiment que c'est le moment de se lancer, d'où ce jeu d'échecs, c'est le moment de placer ses pions d'une certaine manière. Pour les entrepreneuses et entrepreneurs qui souhaiteraient lancer effectivement une entreprise dans le secteur, trois piliers de l'aspect économique des choses: la réduction des coûts, j'en parlais, économiser des ressources, réutiliser des ressources et donc tout simplement acheter moins et acheter moins cher, mutualiser les coûts de transport, trouver des nouvelles activités profitables dans un contexte où beaucoup d'entreprises voient leur core business model et leur activité un peu cœur mise en danger par l'arrêt de beaucoup d'activités à cause de la Covid. Donc des nouveaux services comme la réparation, comme le prêt de matériel, comme vendre plusieurs fois le même produit en le rachetant systématiquement et en le maintenant en vie. Et puis, c'est aussi une économie qui répond à un besoin croissant des consommateurs. Comme vous le savez, beaucoup de consommateurs réclament aujourd'hui des produits plus durables, des produits plus réparables, des produits qui vont durer effectivement dans le temps. La loi anti-gaspillage qui est rentrée en vigueur en France au 1er juillet 2021 et qui a été votée l'année dernière, a notamment mis en place un indice de réparabilité sur 3 familles de produits principales, dont les téléphones. Cet indice est en fait une note de 1 à 10 de produits. Et plus le produit va avoir des pièces détachées disponibles, plus il va être facilement réparable, plus il va être modulaire, c'est-à-dire qu'on peut le reconstituer, plus la note va être élevée et ça doit inciter le consommateur qui va voir cette note dans les magasins à aller vers ce type de produit. Donc, lorsqu'on fait de l'économie circulaire, on n'est pas seulement un peu dans l'air du temps et dans un buzzword, mais on peut accroître ses parts de marché. Je vais derrière, l'idée maintenant, c'est tout simplement de vous donner des cas d'études concrets d'économie circulaire qui vous permettent de vous projeter dans l'aspect économique des choses et de voir vraiment comment on peut en faire concrètement en lançant une entreprise ou dans une entreprise existante. Avant, je fais une petite pause pour demander s'il n'y a pas de questions. Est-ce que tout est clair pour l'instant? Avant de rentrer dans des exemples concrets d'économie circulaire. Si vous avez des questions, encore une fois, je ne vois pas le chat, donc si jamais il y a des questions du chat, je suis preneur qu'on me les transmette à l'oral. Alors, pas de questions pour l'instant. On vous écoute. D'accord, très bien. Je continue alors. Alors, donc, le premier case study, un peu cas d'étude dont je vais vous parler, c'est sur l'idée de nouveau business. C'est ce qu'on appelle le product as a service. Donc, on transforme en fait la notion de produit qu'on achète et qu'on vend et après qu'on doit vendre en masse en service. C'est-à-dire que le produit, il reste la propriété de l'entreprise et on va créer un service autour du produit et c'est ça qu'on va faire payer aux consommateurs. Donc, par exemple,
l'entreprise Philips, que vous connaissez tous, maintenant vend dans beaucoup de bureaux, dans beaucoup d'immeubles, l'éclairage comme un service. C'est-à-dire que Philips installe le service, garde la propriété de l'éclairage du bâtiment et l'entreprise qui va par exemple utiliser le siège en question, le siège social en question, va payer un abonnement mensuel. En quoi c'est intéressant? Déjà, d'une certaine manière, le propriétaire, donc en fait Philips, permet de mieux voir un petit peu, en conservant la propriété de l'installation, voit la consommation qui est faite par les différents usagers de cette solution et peut du coup réduire ses coûts en éteignant effectivement quand ce n'est pas consommé et en ayant une gestion intelligente à travers la maîtrise de la donnée. Donc ça, c'est extrêmement important. Il peut réparer effectivement beaucoup plus facilement. Il maîtrise la totalité de la chaîne, puisqu'il fait ça évidemment pour plein de clients différents. Et en plus, l'intérêt pour le client, c'est qu'il n'y a pas de coût d'installation. Vous n'avez pas à payer d'un coup tout un système d'éclairage, mais vous le lissez dans le temps en payant un abonnement. Donc tout le monde est gagnant. Un autre exemple qui est très connu en ce moment, c'est toutes les entreprises qui, au lieu d'acheter des téléphones portables pour leurs collaborateurs ou des ordinateurs pour leurs collaborateurs, en fait, font de la location. On va appeler ça ordinateur as a service. Il y a une entreprise que je connais bien, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Fleet, FL2ET, qui tout simplement s'est lancée comme une start-up il y a 2 ans et qui voilà, achète des parcs d'ordinateurs et les loue à des entreprises pour faire en sorte que les entreprises ne payent qu'un abonnement mensuel. Donc, ils maîtrisent tout l'aspect réparation. En fin de vie, lorsque l'ordinateur a vraiment été énormément utilisé, il est revendu pour être réparé. Il y a tout un modèle économique très intéressant qui permet de s'y retrouver pour l'entreprise ou pour le client. Et c'est vraiment maximiser l'usage d'un ordinateur au lieu de passer son temps à en racheter de nouveaux. Comme vous le savez, hein, c'est délirant, mais pour un téléphone, on en change à peu près entre 2 et 3 ans par usager, ce qui est extrêmement évidemment faible, puisque il faut savoir que 80% du bilan carbone d'un smartphone est lié à sa production. Donc, c'est-à-dire qu'il faut énormément l'utiliser pour rentabiliser ce bilan carbone au lieu de passer son temps d'une certaine manière à en acheter de nouveau. Un autre cas d'école sur le pilier économique que je vais appeler garder les produits en usage, donc keep products in use. Donc, l'idée, c'est vraiment de rallonger la durée de vie des matériaux. Là, vous avez une entreprise qui s'appelle Caterpillar, donc qui font du matériel et engins de chantier, qui se débrouille pour, lorsqu'elle vend ses produits, avoir un service qui permet de récupérer les composants à la fin de vie des produits, les composants effectivement de tout ce qu'elle vend auprès des entreprises clientes, pour tout simplement les réparer, en refaire effectivement des nouveaux engins pour réduire les coûts, les déchets, les émissions et potentiellement récupérer de la matière première dans ces engins qui vont servir de même à créer d'autres produits. Donc on est sur l'économie du end of life, récupérer le maximum de matières premières pour tout simplement irriguer la production d'engins neufs ou d'engins réparés. Vous avez un autre exemple qui est assez intéressant dans le secteur du luxe. Le secteur du luxe dit que d'une certaine manière, il fait de l'économie circulaire depuis longtemps, puisqu'un produit de luxe est un produit qui se répare, comme le disait monsieur Dumas, qui est le président d'Hermès. Lorsque vous achetez potentiellement, ou lorsque un membre de votre famille vous offre une montre un peu chère ou un collier, etc., c'est des produits qui ont un fort affect sentimental, qui ont vocation à durer dans le temps. Ce n'est pas des produits avec de l'obsolescence programmée que vous allez passer votre temps à changer. Et un exemple de business, il y a une startup qui s'est lancée qui s'appelle Watchfinder. Donc Watch comme une montre, Finder comme trouver, finder.co, qui rachète des montres de luxe à des particuliers qui n'en veulent plus. Ils font un diagnostic de la montre, ils les font réparer et derrière ils les revendent avec évidemment une marge extrêmement importante sur un site internet. Watchfinder a été racheté par le groupe Richemont, qui est un groupe leader du luxe. Richemont a mis à disposition ses horlogers qui sont déjà internes au groupe, donc on a en plus une mutualisation des ressources humaines, ce qui est très intéressant d'un point de vue coût RH. Et d'une certaine manière, Richemont vend 2 fois le même produit. D'abord, ils ont vendu des montres neuves à des particuliers, et ensuite ils les rachètent, ils les revendent à d'autres particuliers, qui font 2 fois du business à partir des mêmes produits. On voit encore à quel point ça peut être intéressant de faire de même. Un autre exemple sur un autre pilier d'économie circulaire, c'est ce qu'on va appeler la boucle fermée, close the loop, et le take back. Donc récupérer effectivement des produits, qu'on les ait produits ou pas, pour les revendre une seconde fois, donc assez proche. Vous connaissez tous la marque Leclerc, de grande distribution. Leclerc a lancé dans quelques magasins pilotes, il y a 1 an et demi maintenant, Leclerc Occasion,
ce sont en fait des corners dans le Leclerc où vous pouvez ramener vos vieux CD, plein d'un ensemble de produits un peu vieux. Ils vous les rachètent pour rien, 1 ou 2 euros. Et derrière, de l'autre côté des caisses, ils vont mettre un endroit où ils vont revendre tous ces produits en faisant une marge de 4-5 euros. Comme Leclerc a évidemment une implantation géographique énorme, il adresse énormément de zones géographiques, énormément de clients, et ben en faisant du volume, d'une certaine manière, ils optimisent leur espace retail, leur espace de magasin, en trouvant une nouvelle source de business, puisque par exemple, on sait que le non-alimentaire dans les surfaces de retail se casse un peu la figure, fait de moins en moins de chiffres, et donc c'est une nouvelle manière de trouver un nouveau levier de croissance. Donc, et en plus, ça peut attirer une nouvelle cible, puisque c'est des produits à très faible valeur, et donc on peut attirer une cible qui recherche à avoir des produits beaucoup moins chers, un peu lorsqu'on achète des produits reconditionnés, qui sont en général à 60-70% du prix du neuf lorsqu'on évoque des téléphones reconditionnés. Donc une conclusion voilà, vraiment importante que je voulais voir avec vous, avant de prendre peut-être vos questions après cette présentation, c'est que lorsqu'on parle d'économie circulaire, on n'est vraiment pas dans la décroissance, c'est-à-dire on arrête de consommer, on arrête d'une certaine manière voilà, de vivre un petit peu, je dirais, correctement. Une transaction économique permet la croissance. Une transaction économique n'est pas toujours tout simplement l'achat d'un produit neuf. Ça peut être une transaction économique sur l'achat d'un service, sur un abonnement, sur l'achat d'un produit qui a déjà effectivement été consommé pas mal de fois. C'est pas quelque chose un petit peu effectivement voilà, qui peut faire peur, un petit peu de mormon. Ce ne sont pas que les associations, comme je vous l'ai montré. Je vais vous citer d'autres exemples si on a encore le temps, mais il y a énormément de modèles économiques sur l'économie circulaire. Ça n'est pas non plus à l'autre bout du monde. L'économie circulaire, c'est quelque chose de très local, au contraire. C'est quelque chose qui comprend forcément le bilan carbone, c'est-à-dire le fait d'extraire des ressources à un endroit, de produire un bien pas trop loin de cet endroit et de le consommer pas trop longtemps loin non plus de cet endroit. Donc, il y a toute une notion locale qui est extrêmement importante. Chez ZAC, par exemple, l'ensemble du tri des produits, je vous avais dit qu'on s'occupe des produits électroniques usagés des particuliers et des entreprises. L'ensemble de ces produits sont triés et diagnostiqués toujours en France, dans une entreprise d'insertion sociale, qui va dire, ben voilà, tel produit est en bon état, tel produit peut être vendu, tel produit peut être donné à une association. Donc, on a un impact à la fois écologique, par le fait qu'on lutte contre le gaspillage, un impact évidemment économique, on crée de la richesse, on paye nos impôts en France, on recrute des collaborateurs en France, en CDI, sur une SAS, et sociétal, parce qu'on permet aussi de donner du travail à des personnes éloignées de l'emploi à travers une entreprise d'insertion sociale qui est notre partenaire et que l'on paye évidemment pour cela. Donc on peut vraiment, un petit peu grâce à l'économie circulaire, combiner pas mal de modèles différents. La croissance économique vraiment de l'économie circulaire est réelle. Je vous évoquais le chiffre de 1,8 trillion effectivement d'euros en Europe d'ici 2030 uniquement sur l'aspect réduction des coûts liés à la baisse de l'achat des matières premières. Ça peut créer des emplois sans gaspiller de ressources naturelles. Cependant, et là, je vais être obligé effectivement d'être aussi assez réaliste, on en est vraiment au tout début de l'économie circulaire et le chemin est extrêmement long avant que ça devienne un modèle qui devienne assez majoritaire dans notre société. Moi, c'est mon combat personnel, que ça devienne quelque chose de plus en plus répandu. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle d'économie circulaire aujourd'hui, c'est souvent très flou. Il n'y a pas de concept vraiment très précis qui s'en dégage. En termes de formation, et je vous en parlerai après, il y a la fondation Ellen MacArthur, qui est très connue sur le sujet, qui est basée au début en Angleterre et puis qui fait pas mal de formations dans le monde entier. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. En France, on a un organisme un peu public qui s'appelle l'Institut national de l'économie circulaire. Il y a une chaire avec une école de commerce comme le SCP. Moi-même avec l'ESSEC, parce que du coup, je travaille avec l'ESSEC beaucoup sur ces sujets, nous lançons en septembre 2021 un lab dédié à l'économie circulaire pour former une trentaine d'étudiants annuellement et de futurs managers à l'économie circulaire pour que ça irrigue dans les entreprises et que les différentes méthodologies irriguent dans les entreprises. Mais c'est vraiment quelque chose qui reste très, très flou et qui n'est pas au goût du jour. On avait un secrétariat d'État un peu dédié à l'économie circulaire dans le gouvernement précédent, le gouvernement d'Édouard Philippe, même si le secrétariat d'État de Brune Poirson ne s'appelait pas comme ça, mais elle a pris vraiment ce sujet à part entière. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu disparu du radar, malgré la place du recyclage dans le plan France Relance et malgré le milliard d'euros qui a été donné à l'ADEME, donc l'Agence de l'État pour l'environnement,
pour investir ou subventionner pas mal de projets responsables de la transition écologique. Un exemple qui montre que la transition peut être très longue, je vais parler de la filière textile en France. La filière textile a un énorme problème, c'est qu'on aura beau collecter énormément de vêtements usagés dans l'espoir de les recycler ou d'en faire d'autres vêtements. Il faut avant tout investir dans la recherche, puisque aujourd'hui, la fibre recyclée est de trop mauvaise qualité pour produire des vêtements vendables de bonne qualité. Donc, c'est une conséquence directe, c'est que les producteurs de textiles dans le monde entier n'ont aucun intérêt à acheter de la fibre recyclée et ne le feront pas de peur de décevoir leurs clients. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, vous avez souvent une courbe. Au début, il y a très peu d'utilisateurs, ce qu'on appelle les early adopters. Il y a besoin d'énormément d'investissements pour faire avancer la recherche. Les produits vont être très chers. Et puis, progressivement, lorsqu'on arrive sur un petit peu un point d'étape où on arrive à des effets d'échelle, à des effets d'aubaine d'échelle, et les consommateurs deviennent de plus en plus nombreux, le bien va devenir de moins en moins cher jusqu'à ce qu'il devienne un bien de consommation un peu de masse. Pour que, par exemple, un t-shirt recyclé devienne un bien de consommation de masse, il faut évidemment qu'il soit peu cher. Peut-être que vous avez vu des marques qui se lancent sur du textile dit upcyclé. Donc, voilà le dernier pull qui était fait uniquement à partir de fibres recyclées. En général, les prix sont exorbitants, 200, 300, 400 euros, parce que on est au tout début de la chaîne de l'innovation, comme je le disais, et donc l'entreprise qui fait ça, elle n'a d'autre choix, d'une certaine manière, de mettre les produits à ce prix-là pour s'y retrouver économiquement. Donc, même si on a de très beaux modèles qui se mettent en place, je pense par exemple à un ami qui a lancé Saracle, donc comme un cercle sportswear, qui fait des vêtements uniquement à partir de fibres recyclées à 100%, qui fait aussi un modèle de location de vêtements qui est vraiment sur l'usage, c'est-à-dire vous n'utilisez que les vêtements dont vous avez vraiment besoin. Malgré cela, pour l'instant, on est au tout début de ça. On se repose en France, important que vous le sachiez, pour ceux qui ne connaissent pas ce système-là, sur ce qu'on appelle les éco-organismes. Comment fonctionne un éco-organisme, qui est un organisme parapublic? Lorsque vous achetez un certain nombre de produits, par exemple un produit électroménager ou un produit électronique, vous allez payer systématiquement une petite éco-contribution de l'ordre de quelques centimes d'euros, qui est collectée par l'entreprise qui vous vend le produit, donc par exemple Leroy Merlin, Leclerc ou autre, et qui va être reversée à un éco-organisme. Et l'éco-organisme est chargé de collecter les produits usagés en fin de vie pour qu'ils rentrent dans une filière de recyclage. Donc, par exemple, dans la filière des déchets électroniques, qu'on appelle 3E, vous avez deux éco-organismes, écosystème et écologique. Et écologique et écosystème sont donc collectés des vieux téléphones, des vieux ordinateurs, et effectivement leur donner une seconde vie. Donc, c'est un petit peu un système qui permet de, quoi qu'il arrive, faire quelque chose sur la fin de vie des produits. Le problème, à mon sens, et c'est mon avis personnel que je me permets de donner ici, c'est que ça déporte la responsabilité des entreprises qui produisent et qui vendent ces produits, donc qui les mettent sur le marché, vers des autres sociétés, donc ces fameux éco-organismes, et que du coup, si ces éco-organismes n'innovent pas ou n'arrivent pas à remplir leurs objectifs en termes de collecte, d'une certaine manière, on ne s'y retrouve pas sur le taux de recyclage et sur la collecte de ces produits. Et par exemple, dans la filière textile, pour un peu boucler la boucle de mon raisonnement, on ne s'y retrouve pas du tout. C'est-à-dire qu'on collecte déjà beaucoup trop peu de vêtements et en plus, cet éco-organisme est incapable d'innover sur la fibre recyclée. Et donc, on n'avance pas et on gâche énormément effectivement de matières textiles. Pour vous donner un exemple sur le jean, qui est un exemple parlant, aujourd'hui, il y a largement assez de jeans en circulation à la surface du globe pour habiller la planète entière, tout pays confondu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de produire de jeans pour tout simplement habiller tout le monde. Ça veut dire qu'il suffit juste de les réparer, les recycler, en faire de nouveaux, etc. Mais il faut d'urgence arrêter d'extraire des matières naturelles, des ressources naturelles pour produire de nouveaux jeans. Et comment on arrive à ça? C'est lorsque les grandes entreprises qui ont les moyens se lancent dans la recherche dans l'économie circulaire pour effectivement inventer des modèles innovants. Je vous donne l'exemple de deux précurseurs, le groupe H&M et le groupe Ikea, qui sont dans deux domaines différents, évidemment, le textile et tout ce qui va être lié au mobilier, ont lancé l'année dernière un grand centre de recherche dédié à l'économie circulaire avec énormément de moyens pour créer pas mal de nouveaux modèles. Il y a des pays qui sont en avance. La Finlande, par exemple, est un pays qui est très en avance sur l'économie circulaire. Ils ont une agence gouvernementale qui s'appelle le Citra Fund, que je vous invite à aller voir, SITRA, qui a créé notamment une roadmap économie circulaire du pays, donc national, pas pour une entreprise, pas pour tel ou tel organisme, mais vraiment national, pour faire en sorte que, je crois, à 2050, le pays soit 100% circulaire
dans tous les compartiments de son industrie, de ses politiques publiques, etc. En France, voilà, c'est vraiment un sujet qui est mis sous le boisseau. On n'est pas plus en retard que d'autres pays, mais il y a vraiment urgence à accélérer. Il y a de nombreux groupes qui commencent à s'y intéresser. Pas plus tard qu'hier, j'ai été contacté par un groupe suédois qui s'appelle Elanders, qui est en train de travailler, qui est un leader de la logistique, qui commence à réfléchir à mettre à disposition toute sa capacité logistique pour créer des boucles d'économie circulaire, c'est-à-dire lorsqu'il va livrer par exemple un ordinateur, parce qu'il n'a pas la capacité de cette entreprise de faire ça, il va récupérer un ordinateur usagé dans le même temps avec par exemple le même livreur ou le même camion. Tous ces systèmes qui sont déjà en place permettront évidemment à l'économie circulaire d'aller d'une certaine manière beaucoup plus vite. Avant de terminer, je voudrais vous donner peut-être tout simplement un petit peu de matière, tout simplement pour poursuivre, et pour ceux qui pourraient être intéressés par le fait d'avoir des éléments méthodologiques. Et je vais pouvoir vous en partager à l'écran. Je vais changer rapidement de... tac, hop. Je vais vous envoyer par la suite ce qu'on appelle le Circular Economy Handbook. Donc, c'est quelque chose qui voilà, permet d'une certaine manière de se plonger beaucoup plus concrètement dans l'économie circulaire lorsqu'on souhaite en faire. Vous avez par exemple pas mal de frameworks que je peux vous partager qui permettent de faire des économies circulaires dans des groupes existants, sur des produits existants. Donc par exemple, vous allez aller dans une entreprise, je ne sais pas, qui fait des chaussures, et l'autre se dire, bah, j'arrête tout, je change de tout au tout et je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Vous avez tout ce qu'il faut pour réfléchir sur un produit existant et le rendre plus circulaire. Donc, il y a pas mal de choses sur ce sujet qui peuvent être faites à l'intérieur des entreprises existantes. Vous avez quelque chose qui permet de déceler ce qu'on appelle des opportunités circulaires. Donc, sur des produits non existants, sur des services non existants, à travers les caractéristiques d'une entreprise qui existe aussi, quelles sont les opportunités de faire de l'économie circulaire très rapidement et facilement, avec vraiment l'axe classique, faisabilité simple et en même temps gain intéressant en termes économiques et d'économie de ressources naturelles, puisque les entreprises sont avant tout à la recherche de ça en ce moment. Donc vraiment comment faire de l'opportunité circulaire. Et vous avez bien évidemment aussi tout ce qu'il faut pour réfléchir à la création de nouvelles entreprises, créer des nouveaux modèles. Voilà, je veux lancer un modèle circulaire, je vais être très innovant, donc vous allez vraiment être au début de la chaîne, créer quelque chose qui n'existe pas et comment faire en sorte de pouvoir le lancer, ça pourra vous servir. Le deuxième lien sur cet écran que vous voyez, je vous invite à aller faire un tour sur le site de la Fondation Ellen MacArthur, comme je vous le disais. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'être formé par eux pendant le premier confinement et je fais partie de leur batch de 300 pionniers sur le sujet. C'est vraiment une bible, tout ce qu'il y a sur leur site, ils sont en open source. Et notamment tous les case studies sont vraiment passionnants, vous en avez plein pour vous nourrir, pour mettre du concret derrière, pour voir les gains économiques, pour voir toutes les études dans tous les secteurs ou presque de l'industrie, du commerce, de la logistique, etc. Donc, je vous invite vraiment à vous nourrir de tout ça pour, d'une certaine manière, vous inspirer sur ce sujet. Un dernier mot peut-être pour vous dire qu'il y a un point qui est très important en économie circulaire, c'est que comme tout type de champ très innovant, on rencontre beaucoup de barrières qui sont liées aux résistances des modèles économiques actuels et des modèles économiques passés. Il y a un bouquin qui est top qui s'appelle Thinking Fast and Slow, je pourrais vous donner les références, qui insiste beaucoup sur l'aspect cognitif qu'on peut avoir lorsqu'on fait un achat en tant que consommateur. Aujourd'hui, on est dans une économie où si notre livraison qu'on a commandée sur Internet n'arrive pas en temps et en heure, on est extrêmement agacé. Avec Amazon, si vous commandez le mardi à 10h et que c'est pas arrivé le mercredi à 11h, vous êtes énervé. Lorsqu'on commande un Uber ou un VTC, s'il n'arrive pas extrêmement rapidement, si on doit attendre 30 minutes, comme si on attendait, je ne sais pas, notre transport en commun, on va être agacé. On est dans cette économie de la rapidité, de l'expérience consommateur extrêmement fluide, extrêmement simple en ligne, ce qu'on appelle la UX, la User Experience. Et donc, d'une certaine manière, on est obligé lorsqu'on qu'on lance une entreprise et qu'on veut faire en sorte que notre produit, le service qu'on lance soit viral et fonctionne, eh ben, on doit se mettre dans la place de la grande majorité des consommateurs et pas se dire qu'on a raison tout seul dans son coin et que la logique, c'est plutôt ça, parce que sinon, on n'intéresse personne et on a raison tout seul. Je vous donne un exemple très simple.
avec ma société ZAC, l'année dernière, on avait une autre version où on permettait à des particuliers d'estimer des produits usagés, des produits électroniques usagés qu'ils avaient chez eux. Donc, par exemple, ils décrivaient effectivement un téléphone Samsung et on allait leur dire, bah voilà, ce téléphone, il vaut aujourd'hui 100 € parce que vous l'avez acheté il y a 4 ans, il est dans tel et tel état, voilà quelles sont les caractéristiques techniques. Et la personne, soit elle était contente du prix et d'une certaine manière derrière, elle nous envoyait le produit et on le rachetait. Mais une autre chose, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui nous disaient « mais c'est un scandale, j'ai acheté ce produit il n'y a même pas 3 ans à plus de 900 € effectivement. Il est encore en parfait état. Je ne comprends pas pourquoi vous me prenez à ce prix-là. » C'est-à-dire que comme on a été élevé, biberonné d'une certaine manière sur l'achat de produits neufs avec des marketing extrêmement agressifs qui sont capables de nous faire acheter des produits à des prix extrêmement élevés qui dépassent l'entendement par rapport au produit en lui-même. On le voit évidemment dans le secteur du luxe, mais aussi dans le secteur des produits électroniques avec des marques, évidemment la marque phare comme Apple avec les derniers iPhones qui sont à plusieurs milliers d'euros. On n'a aucun problème à acheter ces produits-là, mais on n'a plus conscience de la valeur réelle des choses, de la valeur réelle des ressources, et tout simplement que la valeur d'un bien, c'est avant tout son prix de marché, et si vous n'avez pas d'acheteur en face, votre bien n'a aucune valeur. Et donc, on a des gens qui préfèrent garder tout simplement leurs produits dans leur tiroir plutôt que les remettre sur le marché et d'obtenir un gain parce qu'ils estiment que ce gain est beaucoup trop faible quoi qu'il arrive. On est clairement sur un biais cognitif. Donc, dans les biais cognitifs, comme je disais, il y a l'aspect, la rapidité de l'expérience, il y a le prix et la valeur perçue des choses qui varient entre la valeur réelle et la valeur la valeur perçue que peut avoir un consommateur. Un autre exemple, il y a énormément de produits qui n'ont aucune valeur. Donc, par exemple, un vieux câble de téléphone, où il vaut mieux dire à un particulier qui va le donner à une association pour qu'il ait l'impression de faire une bonne action, plutôt que de lui dire qu'on va le recycler. Puisque si on dit qu'on va le recycler, il va avoir l'impression que ça coûte de l'argent, et ce qui est exactement le cas, puisque le recyclage d'un produit, il faut payer des collaborateurs pour qu'ils trient les produits, il faut payer les frais d'envoi, il faut payer effectivement la redirection, il faut payer le démantèlement du produit. Mais le consommateur va être persuadé qu'il fait un bon geste, une bonne action lorsqu'il donne un produit qui n'a aucune valeur. Voilà, on le voit dans énormément d'autres secteurs de même. J'évoquais aussi le prix, évidemment, dans la filière textile, avec tous les vêtements upcyclés dont je parlais. Et il faut passer son temps à essayer de hacker un peu le système, hacker un petit peu ses biais cognitifs pour permettre, d'une certaine manière, de faire de la viralité sur l'économie circulaire. Et on est en permanence en train d'inventer des nouveaux modèles économiques. En 2014, vous avez une loi sur l'interdiction du gaspillage des produits alimentaires en France. Et donc, il y a un modèle économique qui s'appelle Phoenix, qui a été lancé par un ami d'Elessec, qui cartonne aujourd'hui, qui tout simplement permet à tous les grands magasins qui vendent des produits alimentaires lorsqu'ils arrivent à une date d'expiration, lorsque les produits vont périmer, de les mettre dans des cartons. Ces cartons sont récupérés par la logistique de cette entreprise, Phoenix, et sont donnés à des associations qui sont en local et qui luttent contre la précarité alimentaire et qui redistribuent ces produits-là. Phoenix, derrière, permet aux entreprises de l'alimentaire de défiscaliser leurs dons, ce qui est possible avec les associations, et Phoenix prend un pourcentage de la défiscalisation. Donc, vous avez un modèle économique rentable, vertueux, celui de Phoenix. Vous avez l'entreprise qui a un intérêt puisqu'elle respecte la loi et l'interdiction de la destruction des produits alimentaires. Et vous avez évidemment les associations qui permettent tout simplement à leur activité de se décupler avec beaucoup plus de produits qui peuvent être consommés par leurs bénéficiaires. À partir de janvier 2021, en France, vous avez l'interdiction désormais des produits non alimentaires aussi, qui va rentrer progressivement en vigueur. Il faudra que l'État soit extrêmement vigilant sur l'application parce que malheureusement, il ne suffit pas de produire des lois pour qu'elles soient respectées. Par exemple, il faut savoir que toute entreprise qui met sur le marché différents produits polluants comme des produits électroniques, que ce soit dans un magasin, donc ce qu'on a dit en retail, ou en e-commerce aujourd'hui, donc sur une plateforme, doit proposer systématiquement une méthode de collecte de produits usagés similaires à une personne qui fait l'achat. Concrètement, si vous allez acheter un téléphone dans un Fnac Darty, dans le Fnac Darty doit vous proposer la reprise de votre téléphone précédent usagé. Il y a certaines entreprises qui le respectent, typiquement Fnac Darty, que je salue ici parce qu'ils sont vraiment extrêmement en avant sur tous ces sujets d'économie circulaire, notamment grâce à un homme qui s'appelle Régis Koenig et qui dirige toute cette activité-là chez Fnac. Mais il y a beaucoup de groupes qui ne respectent absolument pas ça, et notamment en ligne.
la majeure partie des entreprises en ligne, Amazon, vente privée, etc., n'ont aucun module de collecte des produits usagés sur la plateforme. Et comme le ministère des Finances, Bercy, ne tape pas au portefeuille par des amendes, évidemment, il n'y a aucune mise en conformité. Donc, vous avez aussi tout un sujet de réglementation qui doit être progressivement, effectivement, respecté pour inciter le maximum d'entreprises à prospecter ces nouveaux modèles d'économie circulaire et à se lancer dedans. J'en terminerai par le niveau européen. J'évoquais certains pays comme la Finlande qui sont en avance et d'autres qui sont complètement en retard. Dans le Green Deal européen, qui est du coup un pilier fondamental du nouveau budget de la Commission européenne, de la dernière Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen et qui a voté du coup son budget global. Je ne parle pas du plan de relance, mais je parle vraiment du budget global de l'Union européenne. Il y a du coup cet appel à projet global du Green Deal avec des milliards d'euros dedans. Et l'économie circulaire est un pilier du Green Deal. Il y a énormément d'appels à projets que je vous encourage à regarder pour candidater en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, avec vos institutions X ou Y, qui ont vocation à disséminer l'économie circulaire, à financer l'économie circulaire un peu partout, là, en Europe, là où peut y avoir ce développement. Par exemple, avec l'ESSEC, on vient de répondre à un appel à projet qui réunit plus de 30 partenaires en Europe sur comment faire en sorte que le bâtiment, donc toute l'industrie du bâtiment, du BTP, devienne de plus en plus responsable dans la gestion des déchets et une gestion beaucoup plus circulaire. C'est quelque chose d'absolument majeur et d'absolument essentiel, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'industrie du bâtiment, on ne peut pas tout aborder en une heure, mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, on recycle à peine, il me semble, 10% des déchets du bâtiment lorsqu'on détruit un bâtiment. Et la majeure partie de ça, en plus, en métropole, c'est les bâtiments publics et même pas le parc privé. Parce qu'à chaque fois qu'on voit la destruction d'un bâtiment public ou privé, il faut savoir que la majeure partie des déchets ne sont pas recyclables. C'est vraiment des ressources perdues, un peu comme je le montrais lors de la troisième slide sur le plastique. Ça part dans des décharges et ça part effectivement dans la pollution de l'environnement. Un exemple de solution pour lutter contre ça, vous avez une société néerlandaise exceptionnelle qui est dans le design de maisons et la construction de nouvelles maisons. Ils ont décidé de ne construire leur maison qu'à partir de matériaux qui vont tout simplement prélever dans des décharges. Donc, ils se débrouillent pour aller voir dans les décharges tout ce qui peut être récupéré pour produire leur maison. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont fait un système qui est basé sur Google Earth. Vous savez, ce système de Google qui permet de voir des repères géographiques où ils vont dire, bah voilà, à tel emplacement, il y a tel type de ressources. Au départ, ils en ont fait un outil interne. Donc, c'était vraiment quelque chose en interne. Et ça marche tellement qu'ils l'ont ouvert en licence à des entreprises autres du bâtiment qui avaient le même besoin et ils font payer du coup un abonnement de cet outil. Donc, on voit à quel point c'est, encore une fois, l'économie circulaire est vraiment mais un océan de nouvelles bonnes idées qui ne demandent qu'à être prospectées, qui ne demandent qu'à être tout simplement prises à bras le corps par des entrepreneurs pour que ça devienne une réalité. L'autre chose sur le Green Deal, en général, le Green Deal européen insiste beaucoup sur ce qu'on appelle la scalabilité des projets, faire en sorte qu'ils soient réplicables et qu'ils soient faits à large échelle pour lutter justement contre cette idée, encore une fois, que l'économie circulaire est quelque chose de très localisé, de tout petit, et au contraire se battre d'une certaine manière pour une économie circulaire qui devienne un peu systémique et qui emporte la majeure partie des marchés publics, etc. Vous pouvez vraiment mettre de l'économie circulaire partout et avant tout, on peut faire respecter l'économie circulaire par les collectivités publiques lorsque on parle de budget public et lorsqu'on parle tout simplement de nos impôts. Chez ZAC, on a pour clients des mairies, on a pour clients des conseils régionaux, on a pour clients, je l'espère bientôt, l'Assemblée nationale. Encore une fois, ça crée des emplois en local, ça fait faire des économies à tout le monde et ça fait faire des économies de ressources naturelles à la planète. Voilà, j'arrête mon partage d'écran. J'en ai fini un petit peu sur la présentation, on va dire un peu magistrale descendante. Voilà, je serais ravi d'avoir vos questions. Le cas échéant, si on a encore un peu de temps, peut-être que je vous montrerai quelques peut-être méthodologies d'économie circulaire concrètes avec des frameworks. Comme ça, vous pourrez les apercevoir de vos propres yeux aujourd'hui. Mais j'aimerais avant tout vraiment voilà, vous laisser quelques minutes pour peut-être tout simplement répondre à quelques questions si vous en avez après cette heure un petit peu descendante. Alors oui, il y avait une question, je n'ai pas osé vous interrompre
Super. compte tenu de la connexion du réseau. Alors déjà, vous avez cité un livre tout à l'heure. Si vous pouvez redonner le titre, s'il vous plaît. Oui, ça s'appelle Thinking. Je vais vous l'envoyer dans la barre. Hop. And Slow. Tac. Ça a été écrit par Daniel Kahneman. Et je vais vous l'envoyer. Vous avez la couverture avec vous? Bah justement, je suis en train de... Je vais vous partager mon écran. Voilà. Tac. C'est exactement ce que j'étais en train de tenter de faire. Hop. Voilà. Donc c'est celle-là. Là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais c'est celui-là. Oui, on voit très bien. Il y a une traduction en français, voilà, qui s'appelle Système 1, Système 2. Et en fait, c'est vraiment un bouquin passionnant. En gros, pour résumer le bouquin en 2 minutes, ce qui n'est pas facile parce qu'il est déchargé, vous avez 2 systèmes, un système intuitif et un système où, en gros, vous faites plein de choses et vous vous en rendez pas compte. Donc, par exemple, lorsque vous éteignez la lumière chez vous en partant, vous le faites de manière naturelle, systématique, et votre cerveau, il consomme très peu d'énergie à prendre cette décision-là. Et si je vous demande, est-ce que vous avez bien éteint la lumière ce matin en partant? Vous allez me répondre oui, mais vous n'avez aucune idée vraiment de quand vous l'avez fait, et vous êtes incapable de vous rappeler comment vous l'avez fait. C'est quelque chose de très, très automatique. Et vous avez un second système, qui est un système plus décisionnel, qui consomme beaucoup d'énergie, et qui est le système que vous allez mettre en place lorsque vous avez besoin de prendre une décision importante, lorsque vous allez recevoir plein d'informations, et que vous avez besoin de processer ces informations pour prendre des décisions. Et Daniel Kahneman, c'est pour ça que c'est les 2 vitesses de la pensée en français, il insiste beaucoup là-dessus pour ensuite faire une approche de tous ces biais cognitifs importants qui peuvent agir dans nos systèmes de décision et qui peuvent, d'une certaine manière, nous faire comprendre pourquoi on prend des décisions parfois complètement absurdes, notamment des décisions absurdes en termes d'environnement. Par exemple, on sait très bien aujourd'hui que l'environnement court à sa perte. On sait très bien que les accords de Paris ne sont pas respectés et qu'on va franchir le réchauffement des 1,5 degrés qui était le maximum proposé par les accords de Paris et que ça va créer des réactions en chaîne avec des catastrophes naturelles, avec des températures pas possibles et avec une notion de resource scarcity. Et pourtant, on ne fait rien. Et notamment, un des biais cognitifs, c'est qu'on a beaucoup de mal à agir, notamment dans les sociétés plus occidentales, sur, hop, je regarde, c'est un message, pardon, sur le fait que ce soit des problèmes à très long terme. Voilà. Alors, autre question? oui. Je vous en prie, allez-y. Allô? Alors le nom de l'entreprise qui fait la construction avec les matériaux de recyclage, c'est ça? D'accord, alors je vais même vous... Super, je vais même vous montrer aussi pareil, je vais faire un petit partage d'écran pour répondre à cette question. Hop. Alors, donc l'entreprise s'appelle Superuse Studio. Superuse Studio. J'ai un peu exagéré tout à l'heure, ils font de la construction avec 60% de réemploi, hein, et pas 100%. Avec des matériaux récupérés effectivement dans des zones industrielles. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est une villa qui s'appelle la villa Welpelou. Donc une belle villa, alors c'est du design très nordique, on va dire, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout a été fait, enfin 60% a été fait à travers de matériaux. Et là, vous avez l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, Marketplace for Professional Upcyclers, qui est du coup l'ensemble, comme vous le voyez, des points de décharge où on peut trouver, le cas échéant, pas mal de matériaux qui peuvent servir pour être utilisés derrière, notamment dans la construction. Sur la gauche, vous avez voilà, un petit peu tous les types de matériaux, du métal, du verre, de l'électronique et tout. Et ils ont mis ça en open source en le faisant payer. Et c'est du coup maintenant une nouvelle source de business importante. Donc, Superuse Studio. Je le marque dans la conversation. Voilà. Bonjour. Autre question. Alors, nous, Oui. on a vécu une expérience désagréable en décembre. C'est qu'on a été obligé de changer toute notre flotte d'ordinateurs parce que le passage à Windows 10
à bloquer tous les systèmes. Et aujourd'hui, ce serait peut-être poser une réflexion comment on peut trouver des passerelles, parce que c'est vrai que notre flotte avait une dizaine d'années, mais elle était bien entretenue, donc il n'y avait pas de souci particulier et aucune obligation de passer à Windows 10. Et quand on a à louer, parce que maintenant on n'achète plus les logiciels, bien, tout le système a été bloqué et on ne peut plus du tout l'utiliser. Et en fin de compte, c'est le système de gestion qui vous oblige à acheter du matériel neuf dont vous n'avez pas en réalité besoin. Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, c'est pour ça que je parlais vraiment d'écosystème lorsqu'on évoque l'économie circulaire. Il faut absolument, d'une certaine manière, en arriver jusqu'au début de la chaîne et la chaîne des constructeurs, évidemment les Apple, les HP, etc. Puisque on ne peut pas faire de l'économie circulaire uniquement si on est un petit peu sur la seconde partie, puisqu'ils ont le pouvoir de bloquer les choses, que ce soit en faisant de l'obsolescence programmée. Donc, vous savez que lorsque vous achetez un MacBook, par exemple, vous faites des mises à jour très souvent. Malheureusement, il y a une notion d'obsolescence programmée qui fait que ça va ralentir votre produit et que derrière, vous allez être forcé d'en acheter un nouveau. C'est pareil sur les prix des réparations. Si vous cassez votre écran, les prix de réparation peuvent être prohibitifs et ça vous encourage à acheter un produit nouveau. Tout cela, ça commence à changer. Il y a une association qui s'appelle HOP, Halt à l'obsolescence programmée, qui lutte contre ça notamment et qui a réussi à obtenir une condamnation d'Apple sur le sujet, qui a dû verser plusieurs millions d'euros, alors ce qui est très faible pour Apple, mais quand même sur ce sujet l'année dernière. De votre côté, je vous encourage vraiment à creuser la différentes solutions avant de passer dessus. Voilà, de faire du leasing et donc de la location d'ordinateur, et ça c'est la meilleure chose, et de bien vous renseigner auprès de la société qui vous loue les produits pour que vous n'ayez pas besoin, enfin que tout fonctionne bien évidemment, vous n'ayez pas besoin d'en racheter en permanence et que le système d'exploitation puisse être changé effectivement en fonction de vos besoins. Ça c'est vraiment surtout une question de confiance avec l'entreprise qui loue. Mais en général, les entreprises de location, justement, elles sont là pour faire en sorte que vous externalisez tous les problèmes de gestion, tous les problèmes de logiciel et que vous n'ayez pas ça à gérer, ce que vous faites d'habitude lorsque vous achetez les produits. Je vous invite par exemple à regarder la société Fleet, je vous envoie ici, qui fait de la location d'ordinateurs, qui sont vraiment sérieux. Hop, je vais vous envoyer le site internet et qui font tac. Non, c'est pas ça, pardon. Et qui font aussi toute la logique, enfin toute la gestion de tac. Voilà, fleet.co, c'est ça. Qui font aussi toute la gestion des logiciels, ce qui est très important, et pas seulement effectivement tout simplement le fait de vous donner les produits. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'en définitive, ça ne remet pas en cause les métiers associés à l'économie circulaire, logisticien, transporteur, réparation? Alors, qu'est-ce qui remet en question? C'est ce qu'on vient de dire ou l'économie circulaire en elle-même? Corinne, si vous pouvez préciser la question pour être sûr que j'y réponde bien. Alors, il y a une autre question dans la salle. Alors, je pourrais peut-être prendre le micro si c'est possible. Parfait, allez-y. Voilà. En fait, par rapport à, merci beaucoup pour la présentation, par rapport à l'orientation qui a été prise, on se rend compte que tout au long de la chaîne, on a tous les métiers qui évoluent. Oui. Et donc, j'ai presque envie de demander, retour d'expérience sur le secteur que vous connaissez, quels sont les freins que vous avez vus par rapport à l'évolution? Alors, vous avez parlé d'évolution de modèle économique, mais est-ce qu'on n'est pas là dans une évolution des métiers qui sont classiquement au service de ce type d'activité, mais qu'aujourd'hui, les individus en fait, qui mettent en œuvre les processus ne doivent pas se recycler aussi, en fait, voilà, s'inscrire dans une démarche différente, et donc que l'offre de formation doive évoluer en fait, dans ce sens-là. En fait. Alors, c'est une question hyper importante. Vous avez complètement raison sur ce sujet. Après, ce qui est très intéressant, c'est que les métiers de l'économie circulaire, c'est des métiers qui existaient déjà potentiellement il y a très longtemps et qu'on a choisi peut-être de mépriser, qu'on a choisi de délocaliser et qu'on a choisi éventuellement effectivement de rendre peu désirables. Ce qu'on a appelé à un moment donné un petit peu l'Europe ou certains pays des cerveaux. On allait produire ailleurs, voilà, on allait produire en Chine et on n'avait plus d'industrie, on n'avait plus de production et on n'avait plus rien. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'économie circulaire, quels sont les métiers?
en dehors de métiers de penser la stratégie de l'économie scolaire, ce genre de choses, on a des métiers de réparation. Donc moi, je discute beaucoup avec le cabinet du ministre de l'Éducation nationale pour encourager vraiment des filières de la réparation, c'est-à-dire des métiers d'électricien, de technicien, de réparation, qui sont des métiers vraiment qui peuvent être très proches en local dans nos territoires et qui peuvent créer énormément d'emplois. Et le métier de la réparation, c'est un métier peut-être que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents faisaient naturellement. Le fait de recoudre un vêtement, d'essayer de réparer un produit qui ne fonctionne pas. Et en fait, c'est l'économie linéaire qui a détruit d'une certaine manière ces compétences et ces réflexes-là. On a tous vécu peut-être le fait d'être énervé par le fait que son lave-vaisselle ne fonctionne plus et on va appeler, je ne sais pas, le fabricant, on va dire c'est un scandale de changer la moi avant de commencer à réfléchir si potentiellement on ne veut pas se débrouiller pour réparer facilement avec un petit tournevis la machine en elle-même sans que ce soit très compliqué. Donc en fait, il y a des nouveaux métiers pour réfléchir à comment mieux penser les chaînes logistiques. Mais il y a beaucoup de métiers qui existaient déjà avant, comme par exemple la réparation. Si je prends l'exemple des transporteurs, il s'agit d'optimiser les réseaux de transport actuels pour par exemple faire en sorte que les camions ne tournent pas à vide. Un camion va livrer des produits neufs et potentiellement repartir avec des produits usagés dans le même temps pour qu'ils soient remis sur le métier. Il faut juste réfléchir à un trajet, réfléchir à la chaîne, ce qu'on appelle la logistique inversée, reverse logistique en anglais, c'est le terme pour l'économie circulaire, mais en aucun cas de, entre guillemets, je dirais casser trois pattes à un canard et inventer des métiers très compliqués. Donc c'est sûr qu'il y a, moi ma conviction c'est qu'il y a énormément de potentiel de recrutement, de création d'emplois, mais ce n'est pas des métiers qui vont nécessiter, un peu comme le digital, une formation énorme qui va du coup nécessiter énormément d'investissement et 10 ans de formation avant de devenir un expert du digital pour faire quoi que ce soit, et qui va créer une fracture numérique, entre guillemets. Là, la fracture des métiers, au contraire, elle peut très rapidement créer de l'emploi, et notamment en local, proche de nos entreprises, sans grande difficulté. Mais il faut encourager notamment la filière de la réparation. Il faut encourager ces stratégies circulaires au sein des grands groupes pour que ça aille vite. Alors, j'ai une question de Quentin. Donc oui, Zach fait le tri du matériel récolté en France. Comment on gère les opérations de réparation et de recyclage et comment on récolte le matériel? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième partie de la question qui est très importante parce que c'est comme ça qu'on fait de l'acquisition client, comme on dit, en B2B et en B2C. En B2C, donc on convainc des personnes sur Internet de se séparer de produits électroniques qui leur servent à rien, en insistant sur les arguments de faire du bien à la planète, de gagner de l'argent au passage et de soutenir des assos. Je vais vous faire un petit peu la démo en live, comme ça sera plus sympa. Voilà. Derrière, hop, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Hop, je vais retrouver le lien. Voilà, on va y arriver. Donc, je repartage mon écran. Donc là, vous êtes sur le site de Zach. La première chose que vous allez faire, c'est ma liste. Et là, vous avez en fait plein de pictogrammes qui représentent tous les produits électroniques que vous pouvez nous confier. Donc voilà, vous allez dire que vous avez 2 drones, un scanner, une webcam et, je ne sais pas, un écran. Vous mettez continuer, donc faites un listing. Vous mettez, je vais pas mettre tout ça parce que sinon ça va être trop long évidemment. Vous mettez la marque, voilà, on vous suggère plein de trucs, un modèle que vous trouvez dans notre liste. Vous dites que c'est en état de marche ou pas en état de marche, vous validez. Pareil pour un scanner, hop, browser, modèle, je vais mettre n'importe quoi, autre, et on valide. Et ça, je vais le supprimer pour que ça avance. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a créé une expérience utilisateur qui est fluide, qui est facile, qui va vite, qui est jolie, et c'est essentiel. Ça respecte les codes du digital. Amazon marche parce que vous pouvez commander en un clic sur Amazon et c'est extrêmement simple. Si vous faites faire des économies circulaires et que ça fonctionne, vous ne pouvez pas le faire avec des sites horribles qui laguent énormément et qui ne sont pas du tout orientés clients. Là, en fonction du produit que vous avez sélectionné, on va vous dire s'il a de la valeur, si vous pouvez le vendre, ou si vous voulez le donner, ou si vous voulez être recyclé. Donc là, par exemple, c'est un produit qui a de la valeur, donc on va vous dire, ben, le produit est vendable, et c'est vous qui choisissez. Ça, ce truc-là, c'est pourri, malheureusement, donc vous pouvez faire que le donner. Vous ne pouvez pas le recycler. Enfin, vous ne pouvez pas le vendre. Ensuite, vous validez, et derrière, vous vous connectez, et vous allez sur, vous avez un espace client. Vous allez voir à quoi ressemble mon espace client, mais en gros, hop, vous avez un espace client comme sur n'importe quel site internet. Vous avez une cagnotte. Une fois qu'on a vendu les produits, ça crédite la cagnotte. Vous pouvez la retirer sur votre compte en banque et vous pouvez en verser une partie pour soutenir des associations. On fournit aussi l'étiquette Colissimo.
qui permet tout simplement, donc c'est ça, vous m'avez demandé comment on collecte les produits. Les clients doivent mettre les produits dans un petit carton, un carton classique de déménagement, environ 30 kg. On fournit une étiquette Colissimo. Le client colle l'étiquette dessus, la porte dans un relais colis ou dans un relais de poste. Et ensuite, tous les produits arrivent dans l'entreprise d'insertion sociale, dont je parlais tout à l'heure dans le 94, où va être fait le tri des produits. Donc voilà comment on fait la collecte des produits. Pour les entreprises, c'est différent, parce qu'il y a souvent plus de volume. L'entreprise remplit un petit questionnaire, elle nous dit comment elle s'appelle, où est-ce qu'elle est, et avec une photo rapide des produits en vrac. On collecte les produits sur tout le territoire français et ils arrivent ensuite, pareil, dans notre entreprise d'insertion sociale. On fait le tri et l'inventaire des produits. Et sous 30 jours, les produits sont vendus, donnés, recyclés. On fournit un rapport financier, et un rapport RSE, qui est un rapport du bilan carbone de l'opération que l'entreprise peut communiquer en interne ou en externe. Pour la première partie de la question, la réparation et le recyclage, tout simplement, donc le recyclage est très encadré, et c'est très bien en France. Et donc, c'est écologique, un des 2 éco-organismes dont je parlais dans ma présentation tout à l'heure, qui en a la charge. Donc, on travaille main dans la main avec eux. Le recyclage est fait directement sur notre centre logistique dans le 94, en lien avec Écologie, qui comptabilise la production et le recyclage de ces déchets et qui s'assure de la traçabilité de ces déchets qui restent en France et qui ne soient pas envoyés je ne sais pas où et qui en soient effectivement réemployés en maximum. Voilà, donc tout est fait en France, c'est la première chose. On a des méthodes d'acquisition client et de logistique inversée différentes jusqu'à notre entreprise, notre centre logistique, qui ensuite fait la redirection vers les entreprises qui achètent, vers les associations qui sont bénéficiaires, et ça reste sur place pour le recyclage. Et pareil pour la réparation. Voilà un petit peu sur notre modèle. Et donc, c'est essentiel d'avoir toute la chaîne pour pouvoir faire un modèle économique circulaire. Sabrina, c'est à vous. Juste avant de relayer une question dans la salle, juste pour rebondir sur votre présentation. Donc, la start-up Zakeco existe depuis 1996, c'est ça? Alors, j'aimerais beaucoup, mais 2016. 2016. 2016, pardon. Oui, j'ai 28 ans. J'avais 3 ans en 1996. J'aurais aimé être aussi précoce, mais c'est compliqué. Comment les affaires ont-elles évolué au fil des années? Ça fait à peu près 4 ans, bientôt 5. Ouais. Comment ça a évolué au fil du temps? Parce que j'ai vu que tout est réfléchi pour le site internet pour donner envie aux personnes d'y participer activement. Mais en 4-5 ans, ça a évolué de façon une belle ascension ou pas du tout? Alors, je vais répondre de deux manières. L'ascension financière est intéressante. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait 700 000 € de chiffre d'affaires pour notre premier exercice fiscal de 2016 à fin 2017, donc 1 an et demi. En 2018, on a fait 1,1 million, si je ne dis pas de bêtises. En 2019, on a fait 1,3 million. En 2020, on va faire à peu près 1,3 million parce qu'on a eu beaucoup de problèmes au début de l'année avec la Covid, notamment sur l'aspect logistique. Et en 2021, on a une prévision de 3 millions vu notre tendance actuelle sur janvier. Donc, ça progresse de manière régulière et intéressante. On a fait une levée de fonds de 800 000 € à l'été 2018. Donc, ça, c'est pour les grands chiffres. Après, pour vous donner une réflexion aussi entrepreneuriale sur l'évolution, l'innovation et les tentatives de modèles, Zac.eco est la 5e version de notre service. C'est-à-dire qu'on a tenté plein de choses pour faire en sorte qu'il y ait plus de clients qui soient intéressés par nous, que ça marche mieux, qu'il y ait plus de viralité. Je parlais tout à l'heure d'un modèle d'estimation où les clients estimaient et nous envoyaient leurs produits avec un prix de rachat ferme. On a tenté plein de choses. On a tenté des modules où c'est le client qui fixait lui-même son prix. Au tout début, lorsqu'on a été étudiant et qu'on a lancé l'entreprise, on allait voir des particuliers avec des cartons. On leur disait, mais mettez tout ce dont vous ne servez plus et on le revendra pour vous sur un modèle d'achat-vente. Et on prenait tout et pas seulement les produits électroniques. Après, on s'est focalisé sur les produits Apple pour créer la chaîne logistique des produits électroniques, etc., etc. Tout ça pour dire que on est vraiment dans ce sens-là une entreprise d'innovation. On a testé plein de choses dans tous les sens avant d'en arriver sur la version actuelle qui nous permet vraiment de traiter 100% des produits électroniques usagés et d'être sur une version qui nous permet de réaliser notre mission de lutter contre le gaspillage électronique. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment être résilient lorsqu'on est dans ces modèles nouveaux, puisqu'on est obligé de tester plein de choses. On ne sait pas, il y a plein de postulats de base qu'on fait qui sont en fait, voilà, qu'il faut déconstruire et qui ne sont pas les bons. Et il faut du coup tenir bon et être résilient pour en arriver à un moment où tout le monde nous dit « Ah ben oui, c'est vrai, c'est ce qu'il fallait faire, etc. » Aujourd'hui, on est contacté par des grandes marketplaces. J'évoquais vente privée, c'est discount pour nos modèles d'économie circulaire en ligne.
on est contacté par des grands groupes de logistique qui veulent intégrer l'économie circulaire. C'est des choses qui n'arrivaient pas du tout il y a 4-5 ans. Donc, en résumé, au-delà de l'aspect écologique, il y a aussi un aspect économique. Le tout, c'est de s'adapter au fur et à mesure pour les créateurs. Ah, c'est vraiment une entreprise for profit, c'est une SAS. J'ai une question. Quelqu'un qui doit casser sa maison et reconstruire une autre. La question, c'est est-ce qu'il existe une solution aujourd'hui, c'est ça?